unir leurs efforts afin de favoriser le retour de la paix dans le Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République en présence du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Diarra, compte rendu. Le gradien de la politique et de la finance internationale s'est donné rendez-vous à Bamako pour une rencontre très importante. Il s'agit de la toute première réunion ministérielle sur le Sahel, une rencontre qui se tient à l'initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. La tenue de cette réunion ministérielle à Bamako constitue une marque d'estime à l'endroit du peuple malien qui sort d'une crise sans précédent. En prenant l'initiative d'organiser au Mali la première réunion pour l'établissement d'une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a voulu exprimer toute sa détermination ainsi que celle du gouvernement et peuple malien à prendre part à une part active à la résolution des défis communs à la région du Sahel. La rencontre de Bamako a le mérite de faire le diagnostic des mots qui minent le pays du Sahel, devenu aujourd'hui un no man's land, c'est-à-dire un nid de bandits de tout acabit. Le Sahel abrite un maelstrom complexe de problèmes multidimensionnels. Il se présente comme une mer intérieure secouée par des tempêtes et des convulsions multiples. De l'Atlantique à l'océan Indien, cet espace géopolitique abrite de nombreuses zones de non-droit, des milliers de trafiquants en tout genre, des groupes terroristes et djihadistes s'alliant les uns aux autres selon les circonstances. Ces groupes sèment la désolation et la terreur. Ils entravent la liberté de circulation des hommes, des biens et des marchandises. Ils constituent de ce fait une entrave majeure au développement. Ces groupes menacent la paix et la sécurité des États de la région et au-delà de la région, la paix et la sécurité de nos voisins des rives de la Méditerranée et même, j'ose le dire, la paix mondiale. Le Mali, à l'instar des autres pays de la région, est victime de cette concentration de vulnérabilité. Les récents événements survenus à Kidal en sont une parfaite illustration. C'est pourquoi le chef de l'État et le secrétaire général de l'ONU ont lancé un appel pour le renforcement des moyens de la MINUSMA pour qu'elle joue pleinement son rôle de stabilisation du septentrion malien. Et cette paix doit se sentir dans l'ensemble des pays du Sahel. La rencontre de Bamako se pose donc comme défi de trouver une réponse au triptyque sécurité, développement, paix. Une équation dont la résolution passe par une conjugaison des efforts. Aucun État de la région ne peut faire seul face aux problèmes qui nous assaillent. Nous sommes indissolublement liés dans une communauté de destin voulue par le Tout-Puissant. La somme de nos efforts sera toujours supérieure à l'action individuelle que pourrait mener tel ou tel d'entre nous. Il nous faut absolument, d'une part, identifier les projets structurants et d'autre part, favoriser la convergence de nos actions en vue de l'avènement d'une ère de coprospérité permettant aux habitants de cette contrée de sortir de limbe, de l'insécurité, du sous-développement, de la misère sociale et intellectuelle. Toutes nos actions doivent converger vers la matérialisation du triptyque. Toutes nos actions doivent converger vers la matérialisation du triptyque sécurité, développement et paix. Car il n'y a pas de développement sans la sécurité et la paix. Cette réunion ministérielle sur le Sahel se tient après la rencontre de haut niveau sur le Sahel qui a eu lieu à New York le 26 septembre dernier. Au cours de cette réunion, le président de la République a exprimé la volonté du Mali d'accompagner toute initiative allant dans le sens de l'instauration de la sécurité dans le Sahel. C'est pourquoi la réunion de Bamako est perçue comme un signe d'espoir dans la concrétisation de cette volonté politique. Et pour que la paix revienne dans le Sahel, l'ONU est considérée comme le réceptacle, dixit le président Ibeka. Il faut que les Nations Unies jouent leur rôle véritable et historique pour que le septentrion malien retrouve la paix et que le Mali continue
avec son agenda, c'est-à-dire le développement pour tous et pour toutes les régions. Chaque pays membre de l'ONU, porteur de solutions, doit être le bienvenu dans ce combat qui interpelle le monde entier. Inclure tout le monde et n'exclure personne est la seule issue pour que notre pays retrouve sa stabilité. Et l'ONU est le réceptacle naturel de ce partenariat qui rendrait, au-delà du Mali, le Sahel plus fort et plus uni contre ses forces centrifuges ainsi que les menaces périphériques. La rencontre de Bamako pourrait donc être qualifiée de pari gagné. Les bailleurs de fonds et les décideurs politiques se disent prêts à accompagner les pays du Sahel. Le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire des 2 journalistes assassinés dans la région de Kidal. Pour Ibeka, rien ne peut expliquer et justifier un tel déferlement de haine de la part des auteurs de cet acte odieux. L'identification des priorités des pays du Sahel dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, du développement et de l'humanitaire, ce sont là les enjeux de cette rencontre de Bamako. Il s'agira ensuite d'établir un partenariat entre ces pays, le système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les entités sous-régionales africaines. La finalité, le développement durable dans le Sahel. Les différents partenaires ont réaffirmé leur engagement dans l'atteinte de cet objectif. Oumar Moussa Traoré. Rarement notre pays aura réuni un aréopage aussi distingué de décideurs politiques du monde et de patrons d'institutions financières internationales. Ce beau monde est à Bamako pour identifier les besoins des pays du Sahel dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement, entre autres. L'objectif est de faire de cette région une terre de paix et de développement. Les décideurs politiques donnent ainsi le ton de leur engagement aux côtés des pays du Sahel. Nous sommes à vos côtés. La communauté internationale est solidaire des Sahéliens. Pour preuve, l'impressionnante délégation qui m'accompagne. Les plus hauts représentants de l'Union africaine, de la Banque mondiale et de l'ONU, ainsi que de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne et aussi OIC, sont ici pour écouter, afin que vos priorités puissent orienter nos travaux. C'est la 2e fois que Dr Kim de la Banque mondiale et moi-même venons ensemble en Afrique. Il faut assurer à cette région de l'Afrique un développement durable en finançant des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports, entre autres. Il faut donc aider le Sahel à relever les défis qui l'assaillent de toutes parts. Défis qui ont pour nom insécurité, terrorisme, sous-développement et analphabétisme, entre autres. Faisant écho au patron de l'ONU, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, se réjouira de l'initiative des Nations Unies avant d'appeler à mettre l'accent sur les citoyens dans toutes les actions à mener. Les différents bailleurs de fonds internationaux qui se sont succédés à la tribune ont tous confirmé leur volonté d'accompagner les pays du Sahel, notamment notre pays, dont ils salueront le leadership dynamique du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cela passe par un partenariat entre les pays du Sahel, les Nations Unies, les institutions financières internationales et les entités sous-régionales. Au cours de la période 2014-2020, l'Union européenne consacrera près de 5 milliards d'euros au développement du Sahel. Dans les pays de la région, les principaux secteurs à identifier avec les administrations sont ceux de la gouvernance, de la réforme de l'État, de l'État de droit et de la sécurité, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, des services sociaux, avec une attention particulière portée à la résilience. Le président de la Banque mondiale, lui, annoncera un appui financier d'1 milliard de dollars aux pays du Sahel dans les 24 prochains mois. La Banque africaine de développement n'est pas demeurée en marge de cet élan de solidarité. Nous allons mettre à la disposition des 5 pays un montant de 1,9 milliard de dollars, dont 950 millions de dollars pour des projets régionaux de transport et d'énergie, afin de créer des espaces économiques intégrés. Nous voulons mettre l'accent sur les projets transformateurs dans les infrastructures,
surtout dans le domaine de l'énergie. La tâche de la région du Sahel, c'est bien sûr la résilience aux chocs extérieurs, climatiques et autres. Mais avant tout, c'est la création de l'emploi pour les jeunes. C'est pourquoi nous allons mobiliser aussi notre guichet secteur privé, comme c'était le cas du projet sucrier de Markala, ici au Mali, qui avait le potentiel de transformer cette région. Son abandon, à raison des événements, et d'ailleurs je l'espère provisoire, qui a coûté cher à ce pays. C'est un grand projet des milliards de dollars que nous espérons reprendre, parce que c'est là où on va créer des emplois dans cette région. Le discours du représentant de l'Organisation de la coopération islamique sera plus politique. Il appellera les groupes armés au respect de leur engagement avant d'émettre le souhait du rétablissement de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national. Il s'était auparavant réjoui de la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale. C'est donc un engagement très fort de la communauté internationale aux côtés du Sahel qui a été réaffirmé au cours de cette cérémonie d'ouverture. La réunion soulève un espoir pour notre pays, celui que la crise soit enfin derrière nous, même si le Mali fait face actuellement au soubresaut d'une guerre asymétrique que lui imposent les terroristes. Tombouctou a accueilli dans l'après-midi d'hier le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en compagnie du Premier ministre. Sur place, la délégation a eu une rencontre avec la société civile et les représentants des différentes communautés de la région. Un reportage de Adama Djimdi. Ce face-à-face entre les plus hautes autorités des Nations Unies, les membres du gouvernement d'un côté et de l'autre les populations de Tombouctou a été une véritable tribune de franc-parler. Les représentants des différentes communautés, confessions religieuses, chefs de quartier, jeunes aussi bien que femmes, ont magnifié les efforts du système des Nations Unies dont la région de Tombouctou continue de bénéficier. Ils ont saisi l'opportunité pour soulever certaines de leurs préoccupations. Actuellement ici, les denrées alimentaires coûtent excessivement cher, les produits de première nécessité coûtent très cher parce qu'il n'y a pas de voie pour acheminer les marchandises sur Tombouctou. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route qui relie Tombouctou à Mopti, ni Tombouctou à Gao, rien. Donc les produits qu'on nous amène sont très chers et les populations n'ont pas la bourse nécessaire pour payer ces marchandises. Pour ce qui est de la route d'Ouenza à Tombouctou, les travaux vont reprendre normalement au mois de janvier, dans la mesure où effectivement la crise s'est traduite notamment par des dégradations de matériel, par des vols de matériel. Ils doivent actuellement être reconstitués, ils sont en cours et donc les travaux reprendront aussitôt que ces matériels auront été constitués sur place. Ban Ki-moon a exprimé sa détermination à accompagner notre pays pour la paix et la stabilité. Nous allons faire plus pour assurer la stabilité et la sécurité à Tombouctou, à Gao, à Kidal, etc. Nous sommes déterminés de promouvoir la paix, le développement, les droits de l'homme. Ce sont les trois piliers des Nations Unies. Ici à Tombouctou, Sonraï, Arabes, Tamashek, musulmans comme chrétiens ont manifesté leur désir commun d'appartenir à la même entité géographique basée sur la tolérance et le vivre ensemble. De la rencontre ministérielle sur le Sahel, le patron de la Banque mondiale a inauguré le désormais siège de l'institution à Bamako, à l'ACI 2000. Dr Jim Yong Kim avait à ses côtés le Premier ministre et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Un reportage de Nando Dabeli. C'est le président du groupe Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui a personnellement coupé le ruban symbolique du nouveau siège des bureaux de l'institution financière mondiale à Bamako. Très sobre, l'immeuble construit avec des matériaux locaux respecte l'architecture locale. Composé d'un bâtiment principal à un niveau avec plusieurs bureaux et annexes, il comporte toutes les commodités dignes du nom. Il s'agissait pour nous de remettre nos équipes dans des conditions qui leur permettent de travailler encore mieux dans le contexte malien. Donc nous avons profité de cette opportunité qui nous était offerte de reconstruire un bureau à Bamako qui soit près de la cité administrative mais également qui réponde aux nouvelles normes
techniques et technologiques qui sont en vigueur. La réalisation de ce nouveau siège est un symbole fort qui traduit la bonne santé des 50 ans de coopération entre le Mali et la Banque mondiale. C'est un symbole très fort qui montre la présence et la volonté de la Banque mondiale de continuer à travailler main dans la main avec les autorités maliennes dans le futur. Présente au Mali depuis 1963, la Banque mondiale appuie notre pays dans plusieurs secteurs de développement. Actualité à l'étranger, avec l'avancée fulgurante de l'armée congolaise sur les positions des rebelles, la guerre dans cette partie de l'Afrique semble définitivement terminée. Les dernières positions tenues par les rebelles sont désormais contrôlées par l'armée régulière. La rébellion appelle donc à la mise en œuvre du processus de paix. Des tirs d'armes lourdes résonnaient encore ce matin dans les collines surplombant la frontière ougandaise. Les derniers résistants du M23 qui s'y étaient retranchés ont dû abandonner leur position aux forces gouvernementales. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les rebelles se seraient enfuis en direction de l'Ouganda et du Rwanda. Ce mardi, Kinshasa annonce une victoire totale. Une victoire saluée dans la capitale par plusieurs milliers de femmes qui ont marché pour exprimer leur soutien aux forces armées congolaises. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur détermination à sauvegarder l'intégrité de notre territoire au front et à protéger les populations civiles, dont en grande partie les femmes et les enfants. Depuis Kampala, la direction du M23 a d'ores et déjà annoncé sa décision de mettre un terme à sa rébellion et de poursuivre son combat par des moyens purement politiques. C'était une exigence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est réunie lundi à Pretoria. Ce sommet auquel a pris part le président Joseph Kabila a demandé au gouvernement congolais d'accepter l'engagement du M23 de mettre fin à la rébellion. Les chefs d'État ont invité les protagonistes du conflit à signer un accord de paix définitif d'ici 5 jours. L'alcool est dangereux pour la santé, mais quand il est fabriqué de façon locale et sans normes, il devient un problème de santé publique. Je vous propose de suivre ce reportage au Cameroun. Ici à Douala, certains l'appellent le démarreur. Cette petite poche d'alcool qui fait tourner la tête des Camerounais. Vendue 100 francs CFA, on la trouve dans toutes les échoppes. Un whisky pas très net qui fait des ravages chez les jeunes et chez les plus démunis. Nous n'avons pas les mêmes moyens avec les riches parce qu'eux, ils achètent les bouteilles de 100, 200 000, 300 000. Par contre, nous, on se limite ici à 50, 100 francs. Comme le sachet, c'est plus moins cher là. Il y a des gens qui prennent ça comme du bonbon. D'autres prennent ça pour se noyer des soucis. À l'intérieur de ces poches, vendues sous l'appellation de whisky, se cache en fait un poison. Un alcool fabriqué par des entreprises, souvent clandestines, où les caméras ne sont pas les bienvenues. Un breuvage à la composition douteuse. Pas de quoi décourager les consommateurs. Les médecins, eux, mettent en garde. C'est des gens qui vont atterrir notamment dans les urgences d'hôpitaux en coma éthylique avec les conséquences qui peuvent être fatales. Le plus gros danger, c'est que ce sont des populations relativement jeunes et qu'on n'arrive toujours pas à contrôler. Ces poches sont officiellement interdites à la vente. Pourtant, elles inondent le marché. Le gouvernement a beau multiplier les contrôles, il peine à faire respecter l'interdiction. Nos équipes de contrôle et de surveillance sont sur le marché et c'est un travail de longue haleine. Nous allons gagner ce combat. La vente de ces ersatz de whisky représente un quart du marché de l'alcool au Cameroun. Le combat s'annonce difficile. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de l'ORTM. Mon destin